Tous les soirs en direct dans Smart Bourse, 3 experts sont avec nous pour se pencher sur ces sujets brûlants de l'actualité économique, financière. On est ravi d'accueillir Bertrand Puy. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Vous êtes gérant Action Internationale chez Fidelity. Bienvenue à vous. À vos côtés, François Cabot. Bonsoir François. Bonsoir Fabrice. Économiste Eurozone chez AXA. Voilà, on a l'international, on a l'euro. Bon, ça ne vous empêche pas de parler du reste du monde, bien évidemment. Et puis Nicolas Gottsman. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. Bienvenue à vous. Messieurs, on démarre évidemment avec, on l'a dit, ce jour J, vote de confiance. Alors c'est intéressant, on a vu que la chute du Premier ministre japonais, ça a provoqué une hausse de 1,5% sur la bourse japonaise. On verra ce qu'il en est demain, mais en tout cas, on voit en tout cas, Bertrand, qu'il n'y a pas de panique pour l'instant à bord. Le CAC finalement se maintient. C'est finalement un non-événement, cette démission de François Bayrou. Disons que la France, il faut l'inclure effectivement d'un point de vue européen. Et on a implicitement le pouls de l'Allemagne, donc je ne suis pas certain qu'on ait on ne sait jamais avec les agences de notation, mais qu'on ait des très mauvaises nouvelles donc en fin de semaine. Ce n'est pas une situation malheureusement qui surprend tout le monde, que le budget ne puisse pas passer. Donc il y a de très fortes probabilités pour que le budget soit celui de l'année prochaine, soit celui de cette année, qui était déjà celui de l'année dernière. Donc bon, les choses sont déjà connues. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas de budget finalement voté. C'est-à-dire qu'effectivement, mais je pense que la probabilité la plus importante d'ici la fin d'année, c'est qu'il n'y ait pas de vote de budget. Ouais. De facto, que ce soit le budget actuel qui soit reconduit. Ce qui n'est pas si mauvais. Ce qui n'est pas forcément mauvais à court terme, en tout cas en attendant les élections municipales, et voir un peu effectivement s'il y a une tendance qui se démarque, qui est encore plus forte et qui peut amener à un moment donné à ce qu'il y ait des élections anticipées, parlementaires anticipées, législatives anticipées, ce qui effectivement à ce moment-là pourrait résoudre la crise. Ouais, François Cabot, c'est vrai qu'on se souvient, l'an dernier, on avait attendu pratiquement tout l'été d'avoir un nouveau Premier ministre. On se demande, maintenant, il y a une nouvelle période d'incertitude qui va quand même s'ouvrir notamment pour le président de la République. Oui, certainement. La séquence est très certainement politique désormais dès ce soir. Et on va voir effectivement le choix qu'effectuera le président. Mais il y a quand même un volet social qui s'ouvre également avec mercredi et la semaine prochaine des grands mouvements sociaux. À voir qu'est-ce qui sera à retenir et quelle orientation politique celui-ci se cherchera à orienter. Avec, je pense, Bertrand le rappelait à juste titre, les élections municipales qui arrivent en mars prochain. Donc, à voir comment est-ce que celui-ci souhaite se positionner en amont, sachant que c'est les élections locales dans lesquelles son parti n'a jamais bien réussi. Et donc, effectivement, cette grande séquence s'ouvre maintenant avec, il faut quand même se le rappeler, une situation conjoncturelle relativement dégradée de la part de la France. On l'a vu au deuxième trimestre, une activité qui rebondit un peu certes, mais qui n'est pas tirée ni par la consommation ni par l'investissement. On a juste des stocks qui font la production, qui font le PIB, et des enquêtes conjoncturelles qui n'indiquent pas de mieux à court terme. On a l'impression qu'on est complètement à l'arrêt, qu'on est vraiment dans un attentisme terrible et qu'il n'y a rien qui va vraiment... Il n'y a pas de catalyseur pour améliorer cette situation. On peut rester dans une sorte de 4e République qui s'étirerait. Nicolas Gottsman, on termine le tour de table avec vous sur cette ambiance de rentrée politico-sociale un petit peu compliquée pour le moment. Alors, oui, mais c'est effectivement un espèce d'habillage politique d'une situation économique qui perdure depuis maintenant 2 ans. Si on regarde les chiffres français, en fait, si vous regardez la notion de PDFP qui est très utilisée aux États-Unis, c'est-à-dire simplement la somme de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises, donc qui est vraiment la représentation du secteur domestique privé d'une économie qui vous donne sans doute la meilleure tendance, encore mieux que ce que fait le PIB. Et si vous regardez ça, en France, vous êtes en stagnation complète depuis 2 ans, c'est-à-dire depuis la première hausse de taux de la part de la BCE. Pas de conso, pas d'investissement. Rien, zéro. C'est-à-dire que vous avez légèrement de conso, mais qui est compensé par la chute de ce qui se passe du côté investissement. Attendez, vous dites 2 ans, donc c'est avant même la dissolution ? Ah oui, ça précède justement la problématique politique, c'est ça qui est intéressant. Et en fait, non, c'est depuis 2022, donc ça fait quasiment 3 ans que ça dure maintenant, qu'on est comme ça, en stagnation complète. On a un peu une aggravation, on va dire, sur les derniers trimestres. Effectivement, comme vous l'avez dit, avec des stocks qui tirent absolument tout. Si je regarde le PIB depuis 1 an, on est à plus 0,8 selon les chiffres de l'INSEE. Si je sors les stocks, on est à moins 0,7. Donc en fait, on voit qu'on n'est pas du tout dans une situation confortable aujourd'hui au niveau économique. Et on a une croissance nominale qui est, donc si j'ajoute l'inflation, qui est extraordinairement faible. C'est-à-dire qu'on est quasiment à 1% si je regarde ces indicateurs-là. Donc oui, économiquement, depuis 3 ans en France, c'est absolument, je dirais pas une catastrophe, mais en fait en stagnation absolument totale. Et donc dans ces conditions-là, je vois même pas ce qu'un gouvernement est censé pouvoir faire. C'est-à-dire que vous avez une croissance qui est tellement faible que vous ne pouvez rien ajuster du tout en termes de budgétaire. Si j'étais taquin, je dirais qu'il n'y en a qu'une profession qui tire son épingle du jeu, ce sont les gérants, comme vous, messieurs, car il y a énormément d'épargne, on est pratiquement à 19%.
et il faut bien la gérer, cette épargne des Français, mais qui traduit quand même un malaise également. On n'est pas investi uniquement en actions, loin de là, malheureusement. Donc, c'est ça un peu le problème, d'ailleurs, du pays. Non, mais c'était une boutade. Mais à part ça, c'est vrai que ça traduit aussi ce fait qu'on est de plus en plus fourmis. L'épargne des Français, ça traduit aussi cette crainte demain de peut-être perdre son job, ou en tout cas d'avoir un ralentissement, d'avoir pas de nouvelles perspectives, en tout cas très positives. C'est très ciblé. La question de l'épargne est très ciblée. Si vous regardez les données, encore une fois, de l'INSEE, vous voyez que la seule catégorie qui augmente fortement, on va dire, en termes de revenus disponibles des Français, ce sont les intérêts et dividendes. Donc, c'est plutôt localisé chez les très hauts revenus, qui, évidemment, eux, ne consomment qu'une faible part des revenus qu'ils ont. Et donc, en fait, on a une concentration de l'épargne qui se passe sur les très hauts revenus, et donc ça, c'est assez logique, mais c'est pas de là qu'on peut attendre une future consommation pour le pays. Oui. Néanmoins, alors, on le voit au niveau des grands argentés, pas de catastrophe non plus. On se dit, voilà, on a une dette énorme et qui continue à affiler. Certains font le parallèle avec la Grèce, pas tout à fait quand même les mêmes économies. En tout cas, ce qu'on peut voir, Bertrand Puch, c'est que depuis le début de l'année, on a le Club Med, ce qu'on moquait un petit peu de ces pays, Italie, Espagne ou encore Grèce, qui ont une dynamique surperforme, en tout cas les économies Allemagne et France en tête, les deux grosses, et ça se voit au niveau de la bourse, par exemple, l'ATEX Composite, l'indice grec, gagne 37%, alors que le CAC se traîne à 5%. Qu'est-ce que ça nous dit, ça, du paquebot Europe, C'est vrai qu'il n'est pas toujours évident à comprendre de la part des investisseurs internationaux. On sent quand même qu'il y a, on va en parler dans un instant, la BCE qui est là en soutien au cas où. Oui, alors je rappellerai quand même que si on fait un parallèle, cette fois entre la France, par exemple, et le Japon est à 270% de dette sur PIB. Alors effectivement, il y a une période, quand les taux sont à zéro, on peut soutenir des taux de dette qui sont extrêmement élevés. C'est comme quand les taux sont à zéro, on peut justifier des valorisations sur des titres boursiers à 80, 100 ou 100 fois, ou 110 fois. Donc c'est un peu, l'histoire, c'est effectivement, et c'est la clé, où vont se stabiliser les taux en Europe. Alors pas forcément les taux courts, mais les taux longs. Et c'est là un petit peu effectivement l'enjeu. Donc il y a une question de crédibilité. C'est pas forcément ce qu'on va faire, mais c'est ce qu'on veut faire ou ce qu'on va lancer comme message donc au marché pour éviter qu'on ait effectivement un embrasement et que les taux français montent fortement. Bon, pour nous, ce n'est pas le scénario central. On pense que les choses vont rester quand même sous contrôle. Encore une fois, il y a des pays développés comme le Japon qui sont à quasiment 3 fois notre niveau de dette par rapport au PIB. Et ils ont survécu. Donc, voilà. Mais on dit souvent parce qu'ils possèdent leur propre dette finalement. Alors c'est vrai que la Banque centrale japonaise détient 60-70% de la dette, c'est vrai. Aujourd'hui, ça leur pose un problème effectivement quand ils veulent intervenir donc, pour pouvoir donc, essayer d'enrayer l'inflation, qui n'est pas forcément énorme, mais pour eux, ils n'en ont pas eu pendant 20 ans, ça devient un enjeu national. Mais oui, donc la BCE devient de facto, de toute façon, l'acheteur en dernier ressort de dette française. S'il y a un souci, voilà. C'est pour ça que si on était effectivement isolé, qu'on n'était pas dans la zone euro, la problématique serait différente. Et encore, on pourrait la gérer peut-être par le fait d'une monnaie qui se déprécie. Donc ce n'est pas le cas, mais la contrepartie d'être effectivement dans la zone euro, c'est d'avoir, je vous disais tout à l'heure, le pouls de l'Allemagne. L'Allemagne est, elle, dans une situation qui est, même s'ils ont de la dette qui est quand même assez solide, même s'il y a des incertitudes en Allemagne, on a ce plan de relance extraordinaire qui va se mettre en place dans les mois qui viennent, parce qu'il y a quand même entre l'effet d'annonce et les effets concrets, on a un gros décalage. Donc tout ça fait que de toute façon, l'Allemagne est en dernier ressort la garantie de la France. Ouais, c'est la garantie, et c'est vrai qu'il y a ce grand plan de relance. Le DAX est à plus de 17%, donc on croit en Allemagne. En revanche, ça pourrait poser un problème sur finalement demain, les investisseurs. On savait que l'Allemagne empruntait très peu. Là, on va changer un petit peu de paradigme. Est-ce qu'il va y avoir une opposition entre au moment d'acheter de la dette, finalement, est-ce qu'on va préférer de la dette française moins bien notée, donc qui rémunère un peu plus, la dette Allemagne très, très sécure? Est-ce qu'il va y avoir un match en 2026, François Cabot? Non, je ne crois pas. Je pense qu'effectivement, là, il y a une séquence politique qui s'ouvre et qui, on l'espère, donnera lieu à un agenda, une prévisibilité, une crédibilité des politiques qui vont être menées. Je pense que là-dessus, vous faisiez référence au Club Med. Je pense qu'il faut en retenir, c'est un mot, c'est le mot réforme. Et c'est effectivement ce à quoi la France s'est appelée, notamment d'un point de vue finances publiques. Et je pense qu'effectivement, modulo cet agenda se mettant en place dans les prochains mois et trimestres, on peut avoir effectivement, il n'y a pas de sujet d'avoir lieu de débat de Allemagne contre France. Je pense qu'au contraire, c'est plutôt les effets de ruissellement
d'une Allemagne qui se porte mieux, qui ne peut qu'aider la France de ce point de vue-là, mais avec modulo cette question de la prévisibilité et de la crédibilité du plan français d'un point de vue de finances publiques, où là, effectivement, on est quand même sur une trajectoire délicate depuis 2 ans, avec des déficits qui sont extrêmement élevés, sans parler de la dette qui est effectivement sur une trajectoire délicate. Sauf que, Nicolas Gosselin, je vous ai coupé tout à l'heure, pardonnez-moi, mais c'est vrai qu'on ne voit pas très bien qui pourrait incarner ce changement et faire enfin ces réformes. On a l'impression qu'on est avec un Parlement extrêmement divisé. Si on votait demain, on aurait finalement de nouveau à peu près ces 3 blocs et on ne voit pas, sans parler d'un Javier Milei, mais quelqu'un qui fasse les réformes structurelles dont on a besoin pour se donner un petit peu d'air. Honnêtement, moi, je ne suis pas persuadé que ce soit les réformes qui vont nous tirer de la situation dans laquelle on est. Quand je regarde, encore une fois, ce qui est fait aujourd'hui par la BCE, en fait, la situation du pays ne m'étonne pas beaucoup. On a une Pourquoi? Quel rapport avec... que j'estime largement trop restrictive de la part de la BCE. Quand je regarde ce qui se passe, si je compare par exemple la situation de la réduction de la taille du bilan entre les États-Unis et ce qui se passe en Europe, depuis le mois d'avril, les États-Unis ont choisi d'abaisser donc la réduction de la taille de leur bilan. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu, depuis avril jusqu'à aujourd'hui, ils ont 425 milliards de dettes de trésorerie, donc des obligations publiques américaines, qui sont arrivées à échéance. Ils en ont réinvesti 405 milliards. C'est-à-dire qu'en fait, ils font du contrôle de courbe. C'est-à-dire qu'ils laissent les titres arriver à échéance et ils interviennent sur le marché de long terme. Donc, ils en rachètent? Ils en ont racheté 400 milliards depuis le mois d'avril. Donc il y a 425 qui s'éteint et ils en rachètent 450. Ils en ont racheté 405. Voilà. Donc ils ont juste baissé de 20 milliards, mais en fait, donc, il y a une activité qui est très forte de la part de la Fed pour racheter de la dette sur le long terme. Que fait la BCE? La BCE a laissé, depuis la même période, a laissé tomber 175 milliards de dettes depuis le mois d'avril. Si je regarde depuis le début, c'est 300 milliards de dettes qui sont donc arrivées à échéance et la BCE ne rachète pas cette dette-là. Si je regarde uniquement pour la France, c'est 56 milliards. Donc on a 2 points de PIB de dette détenus par la BCE qui ont été lâchés en cours de route. Donc vous avez une pression sur les taux à long terme. C'est exactement ce qui se passe donc en Europe. On a la même situation au Royaume-Uni, sauf qu'au Royaume-Uni, on a une croissance nominale de 5,2%. Ça veut dire que le truc est encore à peu près jouable, mais ils vont devoir le réduire et ils vont le réduire. Mais les États-Unis, ce qui est intéressant, c'est en fait, ils avaient sur la simple idée d'un peut-être potentiel ralentissement dès le mois d'avril commencé à corriger le tir pour pouvoir justement avoir quelque chose de relativement souple et de pouvoir continuer à acheter de la dette sur le long terme, même en baissant, on va dire très lentement ce qu'ils font, alors que la BCE, il va à un rythme complètement effréné, mais une pression que je pense insupportable sur les taux à long terme, notamment pour la France. Et donc quand on regarde la situation en Europe aujourd'hui, on a des taux élevés sur le long terme, il n'y a aucune transmission de la politique monétaire de la BCE dans l'économie réelle. Vous avez une baisse de taux depuis 1 an, passer de 4 à 2%, sauf que comme vous faites ça en même temps, vous avez des taux qui restent élevés sur le long terme, ce qui n'est pas le cas pour le reste de l'économie, donc vous n'avez pas de transmission, et en plus vous avez des budgets de l'État qui sont complètement contraints par le niveau de dette qui commence à augmenter. Et je pense effectivement que la BCE fait absolument n'importe quoi, et j'espère vraiment qu'ils vont corriger le tir rapidement sur le point de vue de la réduction de la taille du bilan. Alors, excellente transition, puisqu'on va suivre justement voilà, l'action de la BCE, ça sera jeudi. Qu'est-ce qu'elle va annoncer? Bon, jusqu'ici, on ne pense pas qu'il va y avoir de baisse de taux supplémentaires, Bertrand Puif. Constate, wait and see. Ils vont botter en touche et attendre encore. Parce que on est peut-être arrivé aussi comme on disait, à l'inflation, qui est le mandat de la BCE, une inflation maîtrisée. On est de nouveau sur les 2% et finalement l'atterrissage en douceur est fait et on se redonne peut-être des marges de manœuvre du côté de la BCE pour un éventuel prochain choc. Attention, il y a quand même l'effet des tarifs qui va arriver en décalé. Ça, il faut l'avoir quand même en tête. Ça, c'est un premier élément. Il y a le fait aussi que, bon, ce n'est pas le consensus, mais imaginons que l'euro soit moins fort aussi. C'est quelque chose. La force de l'euro nous a un peu protégés également au niveau inflation. Donc voilà, on n'est pas non plus sorti du bois là-dessus, attention. Mais effectivement, on est plutôt dans une trajectoire qui est positive et qui devrait pousser à un moment donné la BCE à être un peu plus agressive en termes de baisse, mais ce ne sera pas sans doute le cas cette fois-ci. Oui, François Cabot, même constat. Oui, ni même, alors certainement pas, c'était en septembre, ni même en termes de guidage. Je pense que, en tout cas, en ce qui nous concernait, on attendait une BCE beaucoup plus dovish, beaucoup plus accommodante en juin, en juillet. Elle ne l'a pas du tout été. Là, on a la recette parfaite en termes de révision de prévision de la BCE sur ses propres prévisions d'inflation et de PIB, qui vont être plutôt à la hausse, à la fois sur l'inflation et comme sur la croissance également. Donc, elle n'a aucune munition pour être accommodante, pour donner un biais, alors qu'elle aurait pu l'avoir les fois précédentes. Donc, je pense qu'effectivement, là-dessus, on n'a rien à attendre de la BCE. Par contre, je partage tout à fait votre constat que la situation fondamentale, et vous l'évoquez sur la France, mais c'est également le cas sur d'autres pays, est beaucoup plus délicate, beaucoup plus fragile d'un point de vue macroéconomique qu'on voudrait
le croire, et dès lors qui nécessiterait d'avoir des taux plus bas. Donc effectivement, de notre côté, on attend encore une baisse Les de taux taux. sont trop hauts pour vous actuellement. Exactement. Pour le niveau de l'économie, quand on voit que nous, on est pratiquement à zéro de croissance. Voilà, tout à fait. Et donc, du coup, nous, on attend une baisse de taux supplémentaire en décembre pour effectivement contrecarrer ces taux longs qui sont élevés et qui rendent délicat le financement de l'économie. On le voit bien à la fois sur le prix, mais en volume de crédit, qui sont tout à fait anémiques depuis 2 ans. Et on voit bien qu'effectivement, il y a une transmission dans les taux au nouveau crédit, donc le prix diminue. Par contre, dans le volume de prêt, on n'est pas à zéro, mais on a une très faible croissance qui donne lieu effectivement une croissance tout à fait atone, comme on l'évoquait. Nicolas, vous nous disiez tout à l'heure, excusez-moi, ça fait 3 ans qu'on n'investit plus. Et 3 ans que les ingénieurs économiques sont confrontés justement au coût de l'argent qui est très élevé. Que ça soit parce que cette hausse qu'on a eue très considérable des taux d'intérêt, c'est vrai qu'on l'a pris de plein fouet après l'invasion de la Russie en Ukraine. Mais donc ça pénalise évidemment, pour expliquer, ça pénalise évidemment les agents économiques, que ce soit le consommateur, que ce soit les investisseurs également. Absolument. Et encore une fois, là, ce qui se passe depuis 1 an du côté de la BCE, c'est-à-dire dire on baisse les taux. Oui. Donc sur un plan, la politique monétaire de la BCE est de baisser les taux. Donc vous avez une communication qui a l'air assez dovish, et en même temps vous avez une réduction de la taille de bilan qui est d'une rapidité et d'une force qui est vraiment très, très violente. Et cette violence-là, elle se traduit par des taux longs qui continuent de rester à des niveaux beaucoup trop élevés. Et donc, vous avez une pontification de la courbe. Donc, le court devient plus bas, le long reste plus haut. Et donc, vous n'avez pas de transmission à l'économie réelle de la politique monétaire. Et donc là, vous avez un gros problème parce que vous pesez très largement sur l'activité économique, vous pesez sur les budgets de l'État et vous mettez des gouvernements dans une difficulté invraisemblable. Et je pense que le cas de la France est symptomatique de cela. C'est que si on regarde sur la séquence depuis 2019, la France est le pays de la zone euro qui a eu la plus faible inflation au total. C'est-à-dire qu'en moyenne, la hausse de taux de la BCE a plus frappé la France parce qu'on avait une inflation plus faible que les autres. Et donc, évidemment, on a un ralentissement qui est plus fort. Oui. Et aujourd'hui, en fait, comme il n'y a pas de transmission, on est cloué au sol, on reste en stagnation complète. Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la situation budgétaire et de ce qui se passe en France est largement la conséquence de ce que fait la BCE. Quand vous regardez les recettes de TVA, depuis 2 ans, il y a 0 progression, ce qui est absolument, quasiment sans précédent. Et je trouve que le parallèle avec le Japon actuellement est assez intéressant parce que vous avez donc la chute du gouvernement japonais, du Premier ministre, et vous avez un des candidats qui s'appelle Sanae Takahashi, qui est une femme qui se revendique de l'héritage de Shinzo Abe, qui, elle, a déjà dit l'année dernière qu'elle trouvait ça inconcevable que la Banque centrale japonaise commence à relever ses taux, donc avec une position très, très dovish. Et si on veut comparer ce qui se passe par exemple au Japon à la France ou même les États-Unis à la France, vous avez une croissance nominale au Japon qui est de 4,2%, ce qui n'est jamais arrivé depuis quasiment 30 ans, et des taux qui sont à 0,5. Ça veut dire que vous avez un écart entre le niveau de taux et le niveau de la croissance nominale qui est absolument gigantesque, et vous avez des taux en France qui sont à 3,50 grosso modo, et vous avez une croissance nominale, si je regarde uniquement la croissance domestique, qui est à 1%. Ça veut dire qu'on a un niveau de restriction qui est absolument, qui est insurmontable. Voilà. Ouais. Et donc, est-ce qu'il nous faut, alors je sais pas si ce sera Macron ou le chancelier allemand, taper du poing sur la table plus vivement, comme le fait Monsieur Trump avec Jay Powell par exemple, et lui dire, et tordre un peu le bras et dire attendez, nous là on n'y arrive plus. En plus cette dette elle est colossale. Comment on peut faire? C'est ça qui est très paradoxal, c'est que je pense que Powell fait quand même plutôt un bon travail ces dernières années. Je pense que c'est assez clair. Peut-être qu'il aurait dû baisser au mois de juillet, ok, mais sinon il a quand même fait vraiment un bon travail. Quand je vois ce qui est fait depuis 3 ans par la BCE et les dommages que ça cause à l'économie européenne, quand on regarde les situations de l'économie allemande, on dirait, quand on regarde les chiffres, on dirait une autopsie, c'est vraiment invraisemblable. Et la France, c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Et donc oui, il y a besoin, c'est bien l'indépendance, mais comme l'a dit Jérôme Powell, l'indépendance, ça se mérite et ça se mérite par les résultats. Et aujourd'hui, les résultats ne sont pas là pour la BCE. Bon, Bertrand, puis vous êtes d'accord avec ce réquisitoire de Nicolas face à Madame Lagarde? Oui, on voit bien qu'aux États-Unis, le pilotage est beaucoup plus fin, que si aux États-Unis, on a un ralentissement, on voit qu'il y a quelques faiblesses un peu sur le marché de l'emploi, ils ont la possibilité, puisqu'ils partent d'un niveau qui est quand même assez haut, de baisser assez fortement et assez rapidement. Alors qu'en Europe, c'est vrai qu'on a observé depuis plusieurs années qu'il y a beaucoup moins de pragmatisme, il y a beaucoup plus de dogmatisme et beaucoup plus paradoxalement, d'intervention politique, parce qu'on a des gens qui ne veulent pas que les taux baissent. Les Allemands ne sont pas forcément favorables à la baisse des taux courts. Donc c'est la problématique de la zone euro et d'avoir de mixer différentes tendances politiques. Même si on devrait avoir une indépendance de la BCE. Mais pour moi, le problème, c'est qu'elle n'est pas vraiment indépendante. Ouais, donc voilà, on se plaint aux États-Unis et chez nous, c'est déjà le cas. François Cabot, pour terminer, sur l'indépendance ou pas de la Banque Centrale Européenne. Je suis assez d'accord avec ce qui est dit. Je voudrais juste
un mot qui n'a pas été dit, qui je pense quand même est la clé de voûte de l'affaire, c'est l'institution. L'institutionnel américain est quand même très différent de ce qu'on a en Europe. Donc, vouloir répliquer de ce qu'on a de côté de l'Atlantique ici est juste totalement inconcevable. Donc, il y a l'idéologie de ce qu'on voudrait faire, et peut-être ce serait effectivement la meilleure chose de tendre vers cet institutionnel fédéraliste, et donc, du coup, un fonctionnement qui est beaucoup plus en pilotage fin, comme le rappelait Bertrand. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, en fait, il y a effectivement une barrière institutionnelle avec laquelle on doit travailler, qui n'est pas forcément le justificatif de ne pas faire mieux, mais néanmoins, voilà, il y a effectivement une latence et des vents contraires avec effectivement une Allemagne qui se met à faire la dépense publique et qui, du coup, idéologiquement, va à l'envers de ce qu'elle a fait depuis 30 ans. Et du coup, on attend effectivement une Allemagne qui est, du coup, plus dans l'accélération de la croissance, qui pourrait tirer les autres États. Et il se trouve que, effectivement, politiquement, c'est les Allemands qui tiennent beaucoup la barque au sein du membre du Conseil de gouverneurs, et du coup, rend l'échiquier très compliqué à résoudre. Mais on n'est pas donc pour l'instant dans une surchauffe au niveau de la croissance européenne, en tout cas. Ah non. Alors, non, mais c'est justement. Mais c'est ce qu'on anticipe peut-être. Non, mais c'est ça qui est assez remarquable. C'est pour ça que ça rend un peu virulent. C'est quand je lis le discours d'Isabelle Schnabel, qui est sans doute la membre la plus influente de la BCE, qui a fait un discours la semaine dernière, qui disait que depuis 6 trimestres, la croissance de la zone euro a été de 0,3% chaque trimestre, et ça correspond au plein potentiel. Donc nous sommes au plein potentiel. Et en fait, il y a une mauvaise foi là-dedans, parce que déjà, j'enlève juste les chiffres de l'Irlande, qui sont uniquement les chiffres dus à les exportations d'entreprises américaines et une question de fiscale. On est déjà à 0,2. Ensuite, je regarde la situation effectivement de l'Espagne, qui est quand même assez particulière, et on constate quand même que, comme vous le disiez au début, c'est qu'il y a une bonne santé des pays du Sud aujourd'hui, qui est largement aussi le résultat de ce qui s'est passé avec le fonds NGEU, le fonds Covid, qui continue de courir et qui est quasiment en plein régime entre 2025 et 2026. Donc il y a un soutien très important au niveau budgétaire qui est apporté au niveau européen à ces pays-là. Mais par contre, si vous prenez le corps de la zone euro, c'est-à-dire vous prenez la France, l'Allemagne, vous êtes à une croissance de 0,08 par trimestre. Donc là, vous n'êtes pas du tout au potentiel. Et je considère effectivement que de sa part à elle, parce que je suis parfaitement sûr qu'elle est consciente de ça, qu'il y a une sorte de mauvaise foi dans son approche et qui est assez insupportable. Bon, voilà, c'est dit. La BCE qui en prend pour son grade ce soir. On change complètement de sujet, si vous voulez bien. On va parler un petit peu du pétrole. À compter d'octobre, 8 membres centraux de l'OPEP plus vont augmenter leur objectif de production de 137 000 barils par jour. Ils font un an avec ce rythme pour absorber l'intégralité des réductions en cours. Et 2 millions de barils par jour resteront de coupe, resteront en vigueur jusqu'en 2026. Sur cette politique, vous voulez nous parler justement des conséquences de cette politique de c'est l'OPEP+. intéressant parce que le cours du pétrole monte là-dessus, donc il faut quand même se poser des questions. C'est-à-dire on met plus de pétrole et pourtant ça monte. Ça fait 6 mois que les vannes sont ouvertes et le prix du pétrole, grosso modo, après avoir baissé initialement, il s'est stabilisé. Et malgré effectivement les annonces qu'il y aurait un peu plus donc de baisse, alors attention, le rythme, effectivement, ils ont annoncé qu'il y allait avoir plus de baisse, mais par contre le rythme à court terme, la baisse immédiate à un mois, elle est plus faible que ce qui est anticipé. L'augmentation, à un mois est plus faible que ce qu'on avait anticipé des volumes. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a des déclarations d'intention qui sont là pour faire plaisir, notamment aux États-Unis et à Trump, pour pouvoir dire on fait tout ce qu'on peut pour que le prix du pétrole il n'explose pas. Alors il ne faut pas non plus qu'il soit trop bas parce que ça pénalise le schiste américain, mais autour de $60, c'est très bien pour tout le monde. Donc ils disent on fait tout ce qu'on peut. Donc, et puis ça veut dire implicitement aux Américains aidez-nous à régler les problématiques donc, de tensions géopolitiques dans la zone. Par contre là où on a un jeu effectivement de dupes, c'est que les capacités de l'OPEP d'augmenter la production, à part l'Arabie Saoudite, elles sont nulles. Zéro, c'est impossible. L'Algérie a commencé à dire oui, nous on peut un peu, Oman aussi, mais en fait on se rend compte, ils disent mais on peut pas. Enfin, on est vraiment à quelques milliers de barils par jour, c'est ridicule l'augmentation de production. Donc aujourd'hui, il n'y a que l'Arabie Saoudite qui a les cartes en main, et encore, sa capacité à augmenter les volumes est largement surestimée de notre point de vue. Donc on est dans un espèce de jeu de dupes où on peut dire ce qu'on veut, on va dire on va ouvrir les vannes, mais de toute façon on ne peut pas produire plus. Parce que ça fait 15 ans qu'on sous-investit dans ce secteur-là, parce qu'il y a eu cette vague ESG sans précédent, où on a mis ce secteur vraiment au pilori, en disant c'est pas bien, c'est pas le futur, il faut investir dans les énergies renouvelables. On les a forcés à investir dans les énergies renouvelables, en disant à Total, il faut arrêter d'investir dans le pétrole, il faut investir dans le vent, dans le solaire, qui au passage ont des rentabilités 2 à 3 fois moindres, mais c'est pas grave, on le fait pour le futur. Mais ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment... Est-ce qu'il y a une remise en question quand même
depuis l'arrivée de Trump sur ces Oui, effectivement. Là, on voit très bien. Remise en question qui déjà été poussée par certains investisseurs qui en avaient un petit peu marre en fait, de cette tendance à se tirer une balle dans le pied. Surtout que, de facto, on s'est rendu compte que le secteur pétrolier était le secteur qui investissait le plus dans la transition énergétique, dans les projets solaires et éoliens, mais ça n'a pas permis au secteur de voir ses multiples augmenter, revenir vers ses multiples historiques. Donc au final, vous êtes PDG de Total, vous dites, mais tout ça pour ça, moi je vais réinvestir dans des bons projets pétroliers ou gaziers, pour Total en particulier, qui ont des retours sur capitaux investis 2 à 3 fois plus importants et qui ne dépendent pas de subventions. Donc, et qui ne dépendent pas, pour par exemple le solaire, des Chinois, puisque 80% des matériaux pour les fermes solaires sont fabriqués en Chine. Donc, voilà, on est dans une opération un peu aujourd'hui qui est assez intéressante, je trouve, et qui explique pourquoi le prix du pétrole ne baisse pas alors qu'on ouvre les vannes, parce que de toute façon, on ne peut pas les ouvrir. Et on le voit à court terme, les chiffres qui sont annoncés à court terme sont en totale contradiction avec l'objectif à moyen terme d'augmentation de production, et on n'arrivera jamais à cette augmentation de production qui a été annoncée. Et le marché n'est pas dupe et le voit. Sous-production, réaction, messieurs, sur ce sujet du pétrole? Pas forcément. Non, c'était intéressant depuis le début. Ce qui était intéressant, c'est de voir le parallèle entre ce qui se passait sur les déclarations de l'OPEP et la politique de Donald Trump. Parce qu'on avait eu le jour du Liberation Day, donc c'était un mercredi. Le lendemain, on avait déjà une déclaration de l'OPEP qui commençait à augmenter sa production et qui travaillait main dans la main. C'est-à-dire que les dégâts qui étaient éventuellement causés par Donald Trump sur le terrain commercial allaient être absorbés en partie par l'Arabie Saoudite qui allait augmenter sa production et que, en gros, les Saoudiens étaient OK pour payer un peu la facture de ce que faisait Donald Trump. Ouais. Bon, tout le monde, de toute façon, a dû passer à la caisse. On voit au bout de ces 6 mois, on pourrait parler de cette guerre commerciale, mais je voudrais qu'on ouvre notre page allocation. François Cabot, justement, avec ce qui se passe, cette rentrée, on a dit, un petit peu agitée. Est-ce qu'il faut reconfigurer son portefeuille en ce moment? Est-ce qu'on revoit les allocations? Est-ce qu'on sécurise? Comment on modifie un peu la tendance? Juste un mot avant sur le pétrole, oui. Sur l'aspect demande, et on viendra assez logiquement sur l'aspect d'allocation d'actifs. La question de la tendance de où va l'économie mondiale est quand même assez claire. L'économie américaine est pas de destruction d'emplois, mais on n'a jamais été aussi proche au mois d'août. On l'a vu vendredi dernier avec des révisions assez nettes. Donc le ralentissement est évident. En Europe, c'est une stagnation, en tout cas une stagnation de la croissance, mais qui est très faible. Pas encore de stagnation purement économique au sens technique du terme, mais on va quand même pas très vite. Et dans le dernier gros bloc qui est chinois, c'est plutôt un ralentissement, voire on se stabilise autour de 4,5, voire 4%. Donc se dire qu'on a des pressions de demande sous-jacentes et qui effectivement justifieraient des hausses de prix comme le marché a réagi de manière un peu très surprenant, je dirais plutôt. Nous, on n'y croit pas du tout là-dessus. C'est clair que la tendance paraît assez lourde, bien ancrée, et on est plutôt en phase d'atterrissage en douceur dans le meilleur des cas. Et là-dessus, effectivement, on a des prix du pétrole qui devraient rester aux alentours des $65, en tout cas sur le Brent, qui, nous, pour l'Europe, nous concerne particulièrement. Sur l'allocation. Sur l'allocation, alors moi je regarde la macro en premier lieu, et je pense que mon discours sera sous-jacent à ça, c'est-à-dire que on l'a vu, et je souscris totalement aux thèses qu'expliquait Nicolas sur le fondamental très faible, une consommation anémique, des taux d'épargne très élevés, et pas qu'en France d'ailleurs, il faut se le rappeler. Et donc on a du mal à avoir le catalyste pour une accélération de cette épargne, avec malgré tout des gains de pouvoir d'achat qui sont élevés. Donc effectivement, là-dessus, d'avoir une envolée sur les actifs risqués, sur dire que ça y est, on peut y aller, ça paraît très compliqué dans la mesure où on voit bien le plancher qui est de facto sur la Banque Centrale Européenne. Modulo un put sur la Fed et des baisses de taux très fortes où on se dit tout d'un coup, là, il y a un gros trou d'air, et d'un coup, une baisse de taux très forte qui pourrait derrière faire relancer le marché. Ce n'est pas notre scénario en tout cas. Donc dès lors, sur ce point-là, on est quand même on reste très prudent dans notre vision de voir le marché. Et puis après, dans la location, on va dire géographique, je l'évoquais, une économie américaine qui est quand même très clairement en ralentissement. On anticipe plutôt alors le patinage, c'est pas vraiment le bon mot, mais en tout cas du temps à mettre en musique ce plan allemand et en voir les bénéfices, au même titre qu'on dépense on transfère de l'argent NGU depuis 2021 et c'est maintenant qu'on en voit entre guillemets les effets. Voilà, ça a mis un peu de temps, donc on se rend bien compte que ce qui concerne l'Allemagne, ça va prendre du temps également parce qu'il y a aussi du structurel là-dedans. Faire la défense, faire la structure, ça fait quand même longtemps qu'ils n'en ont pas fait. Et donc là-dessus, effectivement, ça va être un blason qui ne peut être que redoré du point de vue de la croissance, mais qui va prendre du temps. Ça prend du temps, oui. Ça contraste terriblement, je trouve, avec ce qui s'est passé au premier trimestre. Vous vous souvenez, on était dans une espèce d'euphorie, en tout cas avant les tarifs, où on se disait, c'est le moment de l'Europe. On le voyait en tout cas sur les flux,
là, c'était du côté du marché, et même sur l'économie en général, on avait cet espoir peut-être de résolution du conflit russo-ukrainien. On avait l'Allemagne qui lançait son grand paquet fiscal. Et c'est vrai qu'on avait des indices en hausse assez euphoriques. On a l'impression que patatras, tout s'est décomposé en quelques mois. Je vais en remettre une couche, mais je pense qu'il y avait deux C'est verrous. la BCE. Il y a deux verrous principaux à la croissance européenne. C'était le budgétaire allemand et la BCE. Le budgétaire allemand a été déverrouillé au début de l'année. Je pense qu'il fallait absolument à ce moment-là qu'on ait aussi un déverrouillage de la BCE, c'est-à-dire justement de pouvoir accompagner ce mouvement-là, ce qui n'a pas du tout été le cas. Et voilà, et je pense qu'on avait une opportunité qui était, je pense, très importante et qui n'a pas été saisie. Et voilà, donc c'est effectivement un problème. Et concernant la croissance mondiale, ce qui est effectivement assez intéressant, c'est de voir ce ralentissement américain aujourd'hui qui est quand même bien en place. Et on le voit notamment sur tous les secteurs d'activité qui sont un peu dépendants des taux d'intérêt. Et il y a un secteur qui est en train de tirer l'intégralité des croissances américaines aujourd'hui, c'est vraiment l'investissement dans l'IA, donc les CAPEX IA. Donc c'est pas la productivité encore qu'on attend de l'intelligence artificielle, c'est vraiment la production de l'IA, les data centers, ce genre de choses, les achats de puces, et qui représentent quasiment 80% de la croissance réelle américaine depuis le début de l'année, ce qui est absolument colossal, alors que c'est un secteur qui représente à peine 5% du PIB. Donc c'est vraiment très très important. Ouais, d'ailleurs, les grandes boîtes américaines, elles n'hésitent pas à déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est-à-dire, on vraiment tout se concentre en ce moment sur ces investissements. Et que le niveau de concentration, il est exactement au même niveau que ce qu'on avait en 99 avec la bulle de la tech. Donc, alors je ne dis pas que c'est une bulle, pas du tout, mais de montrer la concentration et la force de ce mouvement-là, et que pour le moment, dans les données notamment qui ont été publiées pour le mois de juillet, ça continue et ça reste aussi fort. Donc on a effectivement un ralentissement sur toute l'économie américaine, sauf sur l'IA, mais qui est tellement fort que pour l'instant, ça permet de cacher le reste. Bertrand, puis voilà, chez Fidelity, quelle est l'allocation? Alors vous êtes plutôt gérant actions internationales, on reste sur les actions, on réduit un petit peu cette poche action en ce moment dans une allocation? La problématique, c'est pour faire quoi c'est pas pour faire de l'or, puisqu'on est quand même sur des plus hauts historiques aussi. Ça continue à grimper. On a dépassé les $3 600 À un l'once. moment donné, c'est comme le marché américain. Il y a un moment donné, ça s'arrête. Alors, on est assez prudent sur le marché américain en tant que tel, puisqu'effectivement, les valorisations sont très élevées, à 25 fois les profits. Si on fait l'inverse, donc ce qu'on appelle l'earnings yield, on est à 4%. On compare ça au taux à 10 ans américain. On n'est pas rémunéré pour le risque qu'on prend sur les actions américaines, clairement. Après, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'effectivement, ce qui tire, on pourrait dire qu'il y a cette dichotomie entre les 7 magnifiques et les sociétés d'IA qui tirent effectivement l'indice et le reste. Nous, on s'attendait à ce qu'il y ait quand même une réduction de l'écart de croissance de profit entre cette poche-là et puis le reste de l'économie, le S&P 493 versus les 7 magnifiques. Et en fait, au deuxième trimestre, on a vu que l'écart était encore extrêmement fort. Ouais. On a d'un côté ces 7 magnifiques qui sont à plus 26 en croissance de profit par action, alors que le reste du S&P était à plus 7%. Alors, ça fait plus 11 en cumulé par rapport à l'Europe qui a plus 3, donc c'est sûr qu'effectivement, on n'est pas dans la même cour. Mais c'est vrai que si ce moteur qui a fait plus 26, c'est 7 magnifiques, et puis plus globalement, les sociétés qui sont exposées effectivement à l'IA, venaient à un moment donné à décevoir. Ça ne veut pas dire qu'on est en train de dire que la croissance va s'arrêter, attention. Mais ça veut dire que par rapport à des attentes qui deviennent de plus en plus élevées, il y ait au moins un trimestre ou deux où on déçoive. Une société comme Nvidia, si elle arrive à un moment donné avec un profit warning, où elle est 10% en dessous des attentes, par exemple, compte tenu de la valorisation du titre aujourd'hui à 45 ou 50 fois en fonction des attentes qu'on a, c'est évident que ça va faire mal. Et derrière, ça va entraîner, évidemment, compte tenu du poids de Nvidia dans l'indice, mais également, ça paraît fait le ricochet pas mal. Ça arrivera forcément, c'est ce qu'on guette. Néanmoins, trimestre après trimestre, pour l'instant, ils battent les prévisions. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment, on marche sur l'eau jusqu'à un moment donné où la magie n'opère plus. Et donc, ça va être compliqué sur les États-Unis. L'Europe, on est beaucoup moins cher, 14,5, mais effectivement, il y a quand même un manque d'engouement, on va dire, de catalystes sur l'Europe. Alors, on peut aller chercher effectivement en stock picking des sociétés qui sont intéressantes, des sociétés qui peuvent. Alors, il y a des sociétés effectivement qui sont sensibles au stimulus allemand comme la défense, mais c'est déjà surjoué, donc c'est un petit peu compliqué. Alors aujourd'hui, nous on regarde en Europe par exemple des sociétés qui sont sensibles à la croissance chinoise. Il y a beaucoup de sociétés allemandes, notamment automobiles, qui ont énormément souffert du ralentissement de la croissance chinoise, plus le fait sur l'automobile en particulier qu'ils ont fait primer leurs propres constructeurs sur ces constructeurs-là. Mais aujourd'hui, quand on regarde sur le terrain, nous on a des analyses qui sont en Chine, on voit que depuis déjà quelques mois, les revendeurs en fait d'automobiles étrangères, en particulier haut de gamme allemande en Chine, voient finalement, à partir d'un niveau très faible, mais leur niveau de vente repartir.
Ça Donc, revient sur un secteur d'accord. qui, pour le coup, l'automobile reste encore vraiment très peu cher, pour le coup. Même dans une perspective de récession mondiale, le secteur est vraiment très peu cher. Alors bon, évidemment, si c'est l'effondrement total, ils vont perdre beaucoup d'argent et ça va être la catastrophe, mais on n'est pas dans ce scénario-là. Aujourd'hui, voilà, on a un secteur qui price aujourd'hui un ralentissement fort aux États-Unis, le fait que l'Europe rebondisse pas, que la Chine rebondisse pas. Donc on a plutôt, s'il y a des bonnes surprises, on sera rémunéré pour le risque qu'on prend sur l'automobile par exemple. Donc l'idée c'est vraiment de faire du stock picking, que ce soit par zone géographique, mais même à l'intérieur des zones géographiques maintenant ça suffit plus. On peut plus dire la Chine c'est vraiment pas cher, l'Europe c'est pas cher, les États-Unis. On est obligé de faire du stock picking, de la sélection de titres, de la sélection de secteurs au sein des zones géographiques. Très bien. Nicolas Gautzmann, l'allocation, est-ce qu'elle se modifie en ce septembre 2025? Je pense qu'on est en train de réfléchir à ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui va sans doute se passer dans le reste de l'Occident et et d'ailleurs le cas japonais est vraiment intéressant. Mais en gros, les États-Unis, comme tous les pays depuis 1945, a une croissance qui est le fruit de deux facteurs, qui est la démographie, l'immigration et la productivité. Si je regarde aujourd'hui la croissance américaine, le potentiel estimé notamment par la Fed, c'est 1,8 avec un ratio qui est un peu différent, c'est-à-dire 1,4 de productivité et 0,4 de croissance sur la population. Sur les dernières années, en fait, on avait une croissance qui était beaucoup plus forte que cela. Oui. Non pas parce que la productivité était beaucoup plus forte, mais parce que la démographie, l'immigration a été très importante. Or, aujourd'hui, depuis le début de l'année, en gros, on a une immigration qui est quasiment revenue à zéro aux États-Unis. Et a priori, vu l'ambiance trumpienne, c'est bien parti pour que ça continue comme ça. Donc, on va dire sur les deux pans qui vous permettent d'avoir de la croissance, vous ne pouvez plus compter sur la démographie, il vous reste que la productivité aux États-Unis. Mais du coup, le potentiel ici, a priori, c'est 1,4. Ça change tout à fait la perspective de croissance. C'est ce qu'on appelle le R-star, c'est-à-dire le taux d'intérêt naturel. Si vous enlevez la démographie, a priori, il devrait chuter. Et ça, je pense que c'est une réflexion qui, aujourd'hui, n'est pas encore vraiment Sauf que ça sur met la des table. mois à se Ça voir. met des mois, c'est ça met des mois à se voir. Mais quand on Pardon. regarde aujourd'hui les statistiques qui sont publiées aux États-Unis, notamment sur la population, c'est absolument n'importe quoi. Et c'est marrant. Ils ont du mal à mesurer. Il y a des gros problèmes de mesure sur la croissance de la population aux États-Unis entre les gens qui arrivent de l'extérieur, les gens qui sont sur place. Et donc, on a effectivement un flou très important. Et pour le coup, on aura aussi un chiffre très important demain qui va être publié par le BLS, donc sur l'emploi américain, pour savoir quelles vont être les révisions sur ce qui se passe sur notamment le premier trimestre de cette année, et qui peut avoir un impact très lourd sur ce qui peut se passer pour la suite. Ça veut dire qu'on prudent sur les États-Unis? Alors, prudent, mais... Avec des multiples, on le disait, c'est vrai, à des nouveaux records. Prudent, mais je garde bien à l'esprit que, au contraire de l'Europe, la Banque centrale, la Réserve fédérale des États-Unis, elle est quand même là pour soutenir la croissance, et que s'il y a moindre choc important, ils seront là pour soutenir et faire ce qu'il faut, faire le travail pour justement soutenir cette croissance et avoir un rebond assez immédiat, essayer de contenir les choses, ce qui n'est pas le cas de la BCE. Ouais, la croissance et l'emploi, les deux mandats de la Fed, bien aidé par un président qui vitupère. On verra ça avec le remplaçant de M. Jay Powell. En tout cas, le mot est passé. Vous savez que Christine Lagarde nous écoute tous les soirs, donc elle en a pris pour son grade ce soir. On verra si elle amende sa politique d'ici quelques semaines. En tout cas, merci à nos experts. Nicolas Gautzmann, responsable de la stratégie macroéconomique à la financière de la Cité. François Cabot, économiste Eurozone chez AXA. Et Bertrand Puif, gérant action internationale chez Fidelity. Merci messieurs pour cet éclairage sur les marchés. Dans un instant, on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin. L'or est à un niveau record, on l'a dit, 3600 $ l'once. Le Bitcoin, il n'est pas loin des 110 000 $, mais vous allez voir dans un instant, on va réécouter Yves chez Fouetny qui nous raconte que ce Bitcoin il pourrait aller bien plus haut. C'est dans un instant. À tout de suite.